Salut à tous et salut à toutes. On va donc revenir aujourd'hui sur la finale du tournoi Exhibition d'Abu Dhabi entre Rafa et David Goffin. Finale remportée par Rafa sur le 6-4-6. Un match où il s'est passé quand même vraiment beaucoup de choses. Comme je vous l'avais dit hier, je m'attendais à un match difficile, étant donné la performance de David Goffin contre Murray, qui avait vraiment été largement supérieur au niveau mondial. Donc on sait bien que même si Murray n'est peut-être pas tout à fait prêt, vous battez un numéro 1 mondial en 2-7 assez sec comme ça s'est passé, c'est évidemment que vous jouez très bien. En plus, Goffin a typiquement le jeu pour embêter Rafa, dans le sens où c'est un joueur qui prend la balle très tôt, qui a un excellent revers, qui a un revers un peu à l'image de celui de Novak, où il prend la balle tôt, il recule pas, où il subit pas le lift de Rafa. Donc moi je m'attendais à un match difficile et au final on a eu un match très difficile puisque vraiment Goffin a évolué à un très bon niveau. Euh, Aujourd'hui, je pense que Goffin il est aux portes du top 10 et qu'il devrait y rentrer assez rapidement. Je pense qu'il va falloir le suivre en Australie. Donc voilà, ça a fait 6-4, 7-6 pour Rafa. Euh, Certains me demandaient sur Twitter comment j'avais trouvé Rafa, qu'est-ce que j'avais pensé de son niveau de jeu. Franchement, j'ai trouvé que c'était un super match. Euh, Ce qu'il faut pas oublier, c'est que là, évidemment, il y a eu plus de déchets aujourd'hui dans le jeu de Rafa que ce qu'il y avait eu contre Raonic et que ce qu'il y avait eu contre Berdic. Mais ça s'explique par plusieurs choses. La première, c'est que, Goffin, il a beaucoup mieux joué que ce qu'ont joué Raonic et Berdic. Ça peut paraître paradoxal dans le sens où Raonic a pris un set à Rafa, mais comme je vous l'ai dit hier, pour moi c'était un peu un hold-up et il s'est surtout appuyé sur une très grosse qualité de première. Du fond du cours, il a vraiment pas posé de problème à Rafa. Goffin, pardon. Goffin, lui, a posé vraiment beaucoup de problèmes du fond du cours à Rafa. Et la raison, elle est assez simple, c'est qu'il a un jeu quand même qui se rapproche énormément de ce que peut proposer Novak Djokovic, surtout en revers, comme je vous le disais. Il prend la balle tôt et il recule pas. Il va souvent attaquer Rafa directement sur son coup droit dès le retour. Donc voilà, en plus, il sert très bien. Contrairement à ce qu'on peut penser, parce que parfois on fait l'erreur de regarder uniquement les vitesses. Goffin, c'est vrai que c'est pas un joueur qui sert souvent au-dessus de 200 km/h, mais il sert souvent aux alentours de 185, 190 et il varie énormément. Donc de ce côté-là, il a posé beaucoup de problèmes à Rafa. Euh, Moi, j'ai trouvé Rafa vraiment très bon. Euh, c'est le troisième match qu'il fait en 3 jours. Faut pas oublier qu'on est dans une période où vous êtes en pleine prépa physique, où Rafa, ça fait quasiment ça faisait 2 mois, ça faisait 79 jours exactement qu'il n'avait pas joué avant de commencer à Abu Dhabi. Donc ça faisait quasiment 3 mois. 3 mois d'absence, enchaîner 3 matchs comme ça, où il y avait quand même une très grosse intensité, parce que bon, Berdic, c'était certes que 1h15, mais ça a joué très fort, surtout dans le deuxième set. Raonic, 1h45, pareil, le troisième set a été énorme en termes d'intensité. Et aujourd'hui, on était quasiment à 2 heures de jeu. Et il y avait une intensité franchement incroyable pour un premier tournoi de la saison et encore plus pour un tournoi non officiel. Moi, j'ai trouvé vraiment Rafa très bon, malgré qu'il a un peu moins bien servi que les 2 autres jours. Après, il faut aussi prendre en compte la qualité du retourneur. Berdic et Raonic sont 2 très mauvais retourneurs. Goffin est un très bon retourneur. On n'en parle jamais parce que, de toute manière, en toute honnêteté, je trouve que Goffin, autant il y a des joueurs qui sont surcotés, etc. Je pense à des Verdasco, à des Gulbis, à ce genre de joueurs-là qui ont une grosse puissance, à Monfils, mais qui au final font pas grand-chose à part quelques coups d'éclat dans leur carrière. Goffin, lui, c'est exactement l'inverse. C'est un joueur qui paye pas de mine, qui physiquement est pas impressionnant, machin, et dont on parle très peu. Pour moi, je pense qu'il va faire une carrière à la David Ferrer, c'est-à-dire qu'il va s'installer dans le top 10, il va y rester. Il gagnera peut-être pas de grand chelem parce que je pense qu'il lui manque une arme principale, mais il est vraiment sous-estimé. Aujourd'hui, on a vraiment eu un très bon match de tennis de la part des deux. Il y avait une intensité assez dingue. Il y a eu des points, franchement, il y a eu des points, c'était incroyable quoi, en termes d'intensité, avec un Goffin qui prenait la balle très tôt, un Rafa qui frappait vraiment bien la balle, en coup droit encore aujourd'hui. Moi, je suis vraiment impressionné par le match de Rafa, par les 3 matchs de Rafa. Comme je vous dis, Abu Dhabi, je le regarde tous les ans. Depuis que Rafa joue le tournoi, il n'y a pas une année où je l'ai raté. Et je pense, je suis même quasiment certain, que je l'ai jamais vu aussi fort à ce moment-là de la saison. Je me rappelle notamment d'une année où il avait commencé contre Soderling, il avait gagné 7-6, 7-6, ça jouait très mal. Un match contre Wawrinka, où il jouait mal aussi. Une autre année, un match contre Federer.
où les deux étaient extrêmement lents. Franchement, c'était une purge complète. Là, ça jouait très bien. Aujourd'hui, Rafa, il a gagné parce que tactiquement, il a retrouvé ses schémas habituels. Et en plus, il commence à vraiment trouver son coup droit long de ligne. Et ça change vraiment tout dans son jeu. De toute façon, le coup droit, c'est vraiment le baromètre du jeu de Rafa. Quand le coup droit est bien, franchement, le reste suit. Et même si le reste est un peu moins bien, le coup droit permet de compenser tellement de choses. Et aujourd'hui, ça a encore été le cas. Euh, et pour moi, l'exemple parfait, c'est ce tie-break du deuxième set, où Goffin est vraiment pas loin de gagner ce tie-break parce que c'est extrêmement serré, il n'y a que des points accrochés. Et Rafa, il envoie 3 missiles en coup droit dans ce tie-break, dont un pour obtenir balle de match, où c'est un coup droit où il va décaler son revers à plus de 160 km/h. Quand on voit l'effet, quand on voit la vitesse de la balle, à ce moment-là du match, c'est énorme, il y a quasiment 2 heures de jeu. Donc franchement, Rafa, il est vraiment en jambes, il a retrouvé son coup droit. Il y a eu énormément de séquences où Rafa, il enchaînait 5, 6, 7 coups droits vraiment en pleine puissance et il faisait complètement exploser Goffin. Ça, c'est des séquences qu'on avait très peu vues depuis 2 ans et qu'on a retrouvées là pendant 3 jours, tous les jours. Et aujourd'hui, c'était encore plus impressionnant parce qu'en face, vous aviez un adversaire qui joue vraiment un très bon tennis, un adversaire qui est prêt. Franchement, Goffin, moi, quand je vois son niveau de jeu, je pense qu'en Australie, ça peut être un sacré poil à gratter dans le tableau. Donc voilà, après Rafa, il a fait ce qu'il fait bien quand il est en forme, c'est-à-dire qu'il prend la balle tôt dès qu'il peut. Alors c'est clair que c'est pas un joueur qui va faire retour volé, etc. Mais il a pris la balle tôt. Il a vraiment proposé beaucoup de tennis. Il a cassé le jeu avec son slice quand il fallait. Il a fait une ou deux amortis, une ou deux montées à contre-temps. Il a fait des aces quand il fallait. Parce qu'à 5-5 dans le deuxième set, il sauve 4 balles de break, hein, notamment une avec un ace et une autre avec un échange complètement dingue. Donc voilà, très très bon match de Rafa. Et moi, je suis satisfait. Donc maintenant, je vais répondre un peu aux questions qui m'ont été posées dans les commentaires ou sur Twitter. La première, c'était est-ce que Rafa, est-ce qu'on peut vraiment juger les évolutions du jeu de Rafa sur 3 matchs? Pour moi, évidemment que non. Évidemment que non. Il faut attendre Brisbane. Il faut attendre Brisbane et l'Open d'Australie pour avoir une vraie réponse. Là, il est bien, il tape bien la balle. Il est un peu, pour moi, dans le même état d'esprit, la même approche tactique du jeu que ce qu'il avait aux Jeux Olympiques. Sauf qu'aux Jeux Olympiques, il était dans un bon état d'esprit agressif, etc. Mais il n'avait pas de coup droit. Là, il a cet état d'esprit, mais il a un coup droit, ça change tout. Il vient de battre, mine de rien, le numéro 10 mondial, le numéro 3 mondial et le numéro 12 mondial. Il a perdu un seul set sur ces 3 matchs, donc voilà. Donc ça prouve qu'il joue bien. Après, évidemment, ça va demander confirmation. Maintenant, là où je suis quand même assez confiant et assez satisfait, c'est que Rafa, c'est pas le genre de joueur à être bon le lundi, moyen le mardi, très bon le mercredi, moyen le jeudi. C'est pas un joueur qui est en dents de scie. Rafa, au contraire, c'est un joueur qui a tendance à euh, step by step, comme on dit. On sait que généralement, il est pas très très bon au début des tournois et qu'il les finit très très fort. C'est tout le temps le cas si vous regardez à Roland-Garros où il commence les tournois. Souvent, on dit ah, cette année, il y a peut-être un truc à faire. Et puis, arrivé en quart, il met des branles à tout le monde en jouant un tennis de rêve. Donc là, moi, pour moi, les 3 matchs, il a été de mieux en mieux. À chaque fois, même si le score paraît plus serré, à chaque fois l'adversaire était de meilleure qualité. Donc faut attendre de voir. Faut attendre de voir. Là, Brisbane, pour revenir rapidement, il a un tableau qui est vraiment compliqué puisqu'il est au premier tour, il va jouer Dolgopolov. Bon, on sait pas trop où il en est, lui, ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu parler, mais c'est un joueur qui est toujours très désagréable à jouer, qui fait un peu tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi d'ailleurs. C'est les joueurs qui ont joué. Pour retrouver en quart Raonic, team en demi, et pourquoi pas vraiment en finale. Pour un ATP 250, il y a un niveau de fou sur ce tournoi-là. Le côté positif, c'est que ça va être exactement les mêmes conditions qu'à l'Open d'Australie. Donc voilà. Euh, Après, je vais répondre à ton autre question. Pourquoi Rafa, en gros, il est moins bon en Australie qu'à l'US Open? Déjà, si vous regardez le bilan, euh, il est, il n'y a pas de différence que ça. Il a fait 3 finales sur les deux, normalement. Euh, Sauf qu'il y en a un où il en a gagné deux et l'autre où il en a perdu deux. Euh, je vous rappelle juste qu'il y en a une en Australie qui part uniquement parce qu'il est blessé au dos. La
celle contre Wawrinka. S'il n'est pas blessé au dos, Wawrinka n'avait jamais gagné un set contre Rafa, même s'il jouait très bien, Rafa aurait gagné, ça c'est sûr et certain. J'en suis absolument convaincu, parce que même blessé au dos, il a réussi à prendre un set à Wawrinka en jouant en marchant. Donc voilà. Mais allez, bref, partons du principe que Rafa est moins bon en Australie qu'à l'US Open. Pourquoi? Pour moi, ça s'explique de deux façons qui sont pour moi les explications principales. Un, Rafa a été très souvent blessé en Australie. Euh, Très souvent blessé. 2009, il le gagne. 2010, il est blessé. 2011, il est blessé. 2012, 2012, je sais plus. Je sais pas s'il le joue pas. 2012, je me rappelle plus. 2013, il va en finale, il perd en 6 heures contre Novak, ou c'est peut-être 2012. Il y a 2013, il doit faire un forfait. 2014, il perd en finale. Et 2015, il perd au premier tour contre Verdasco. Donc finalement, quand vous regardez ce truc-là, déjà vous voyez qu'il y a énormément de blessures. Contrairement à l'US Open où il a été assez peu blessé. Première chose. Et la deuxième chose, c'est le calendrier. Rafa, c'est toujours un joueur qui a joué quasiment tous les ans le Masters, voire la finale de la Coupe Davis. Ce qui veut dire que c'est souvent un gars qui a fini sa saison en décembre, qui a pris 15 jours de repos, 3 semaines grand maximum, et qui a derrière une préparation, parfois une dizaine, une quinzaine de jours pour arriver en Australie. 15 jours de préparation pour Rafa, pour son style de jeu, c'est rédhibitoire. 3 semaines, ça suffit pas. Aujourd'hui, une bonne préparation pour Rafa, il lui faut minimum 5 à 7 semaines. Aujourd'hui, il les aura eu parce qu'il va avoir eu 13, 14 semaines normalement. Peut-être un peu moins, mais bref, il aura eu le temps qu'il fallait. Et ce qui veut dire on a souvent eu un Rafa qui est arrivé en Australie, pas prêt physiquement, et soit fatigué de l'année précédente, soit fatigué parce qu'il était encore en plein dans la phase de digestion de sa prépa physique. Comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, quand vous faites une grosse prépa physique, vous avez toujours un moment où votre corps il encaisse plus les efforts. C'est le moment le plus difficile physiquement, mentalement, mais c'est le moment où vous travaillez le plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent Rafa a été moyen sur la première partie de saison et très bon sur la saison de terre battue, au-delà du fait que la surface s'adapte plus, etc. Donc pour moi, c'est ces deux raisons-là. Après, il a vraiment pas eu de chance, Rafa. Parce que sur les 3 finales, celle qui gagne, c'est peut-être celle qu'il avait le moins de chances de gagner. Parce qu'il la gagne alors qu'il avait joué 5 heures contre Verdasco la veille. Et il la gagne parce que, sincèrement, il la gagne pas au tennis, la finale de 2009. Il la gagne parce que mentalement, il a un ascendant psychologique sur Roger qui est absolument incroyable. D'ailleurs, quand on voit Roger pleurer à la fin du match, je pense qu'il y a aussi de ça. Je pense qu'il y a aussi de ça. Je prends un petit peu de café. Il fait un peu froid aujourd'hui pour me réchauffer. Je pense qu'il y a aussi de ça. Il gagne cette finale au mental et parce qu'il a un ascendant psychologique. Roger éclate en sanglots. C'est un des plus beaux moments de l'histoire du sport. De ce sport, en tout cas, quand Rafa vient, il prend Roger dans ses bras. Moi, franchement, ça m'avait hérissé les poils. J'avais les larmes aux yeux. C'était magnifique. Il y a les deux autres finales qu'il perd. Celle qui perd contre Djoko. Je vous rappelle qu'il mène 4-2. 4-2. Il mène 4-2 dans le cinquième, il a un passing, je pense que ce passing, il a jamais dû le rater dans sa carrière, il le rate. Ça permet à Djoko de revenir. Djoko qui revient et qui gagne en 6 heures de jeu, alors que 2 jours plus tôt, il avait joué 5 heures. C'est une des finales peut-être, moi, qui me reste en travers de la gorge, parce que ce qu'a fait sur le plan athlétique cette année-là, Djoko, c'est pour moi, et je m'en fous, je le dis, je l'assume, plus que suspect. Plus que suspect. Voilà. Après, il y a celle qui perd contre Wawrinka, où là, il se blesse à l'échauffement. Franchement, c'est les boules. C'est vraiment les boules, parce que s'il s'était blessé, s'il avait eu mal la veille, il serait allé voir un ostéo. L'ostéo, il aurait mis le dos en place, il aurait fait une infiltration, il aurait joué la finale sous infiltration. Il serait peut-être un peu fait mal, il serait peut-être un peu blessé, mais il serait allé au bout. Donc voilà. Après, moi, je suis d'accord avec toi, De Bruyne. La surface en Australie s'adapte beaucoup plus au jeu de Rafa. C'est pour ça que moi, je suis toujours très frustré quand je vois Rafa ne pas aller loin dans ce tournoi, parce que les conditions sont parfaites pour lui. Il fait très chaud, Rafa, il adore ça. Il y a beaucoup de joueurs qui tiennent pas la chaleur, donc ça veut dire qu'on est tout de suite dans un combat physique. Même un match de 2 heures, physiquement, il est extrêmement exigeant, ce qui n'est pas forcément le cas à l'US Open, ce qui n'est pas forcément le cas à Roland-Garros, etc. Le lift, il prend très bien. Vous avez un cours qui est très grand. Vous avez un public qui est complètement derrière Rafa. J'ai jamais vu Rafa ne pas être soutenu, même quand il joue des Australiens. Quand il a joué Kokinakis, euh, le public était derrière Rafa. Même une année, il jouait 8, c'était le début de Rafa. Rafa était vraiment soutenu. Donc ouais, c'est vraiment surprenant et c'est frustrant de ne pas le voir aller loin. Après, il y a aussi les tableaux.
Les tableaux, ça c'est un peu aléatoire, mais souvent Rafa a eu des tableaux très compliqués. Euh, Parce que si vous regardez bien, il a souvent pris des Karlovic, des Lopez, euh, des Dimitrov, très tôt dans les tournois, des Nishikori dès les huitièmes, etc. Il a souvent eu des tableaux compliqués, alors qu'à Roland Garros, qui est parfois le tournoi le plus facile pour lui, qui est même tout le temps le tournoi où il a le plus de facilité. Rafa, il a pris des De Wilder, des Del Potro quand il avait 18 ans. Il a souvent eu des tableaux assez faciles, ou des premières semaines un peu tranquilles, ce qui lui permettait de pas laisser d'énergie. Donc voilà, après, quoi attendre de ce tournoi de l'Australian Open? Sincèrement, je ne me prononcerai pas pour l'instant parce que Rafa a fait 3 matchs, il a fait 3 très bons matchs. Mais pour moi, il faut attendre Brisbane, il faut attendre la compétition officielle. Même si pour moi, ce tournoi de Dubaï est plus qu'encourageant. Pas parce qu'il a gagné à proprement dit, c'est surtout par rapport à la qualité de tennis et par rapport à l'état physique de Rafa. Moi, aujourd'hui, ce qui m'a impressionné, euh, c'est les jambes. Purée, il avait des jambes de feu, Rafa, aujourd'hui. Il a fait des séquences défensives euh, absolument dingues. Absolument dingues. Où vous aviez un Goffin 2 mètres à l'intérieur du terrain qui n'arrivait pas à taper un coup gagnant parce que Rafa remettait tout et Rafa réussissait à le contrer. Euh, Nadal, c'est un des meilleurs contreurs du circuit quand il arrive dans un match à une dizaine, une quinzaine, voire plus, une quinzaine de fois à transformer un point de défense à un point d'attaque, c'est qu'il est vraiment en jambes et aujourd'hui on le voit. Je me rappelle de Tony, je vais encore parler de lui encore une fois en bien parce que moi je l'adore Tony, euh, qui disait il y a 2 ans quand Rafa commence à avoir ses problèmes de résultats, il disait le problème de Rafa c'est qu'aujourd'hui il frappe beaucoup trop de revers et pas assez de coups droits. Euh, et ça, c'était une évidence. Rafa avait pas les jambes et il n'arrivait pas à aller tourner son coup droit. Aujourd'hui, le nombre de fois où il allait taper un coup droit gagnant en décalant côté revers pour aller taper son coup droit décroisé, qui est son coup droit le plus efficace. Donc moi, je l'ai trouvé vraiment bien en jambes. Je vais quand même attendre Brisbane pour savoir, parce qu'il a un tableau qui est super intéressant. Très compliqué, mais du coup, ça devient intéressant. Pour un ATP 250, sincèrement, des ATP 250 aussi relevés que celui de Brisbane cette année. Je vous rappelle les joueurs présents. Rafa, évidemment. Stan Wawrinka, Milos Raonic, Dominic Thiem, Kenny Shikori. Voilà, donc c'est un très très beau tableau. Il me semble qu'il y a David Ferrer aussi. Il me semble l'avoir vu dans le tableau à vérifier. Donc c'est un tableau où vous avez 6 ou 7 joueurs qui sont des vraiment top, top, top players, qui sont des joueurs qui sont parfois à la lutte pour aller gagner des grands chelems. Wawrinka, il en a gagné. Raonic, il a fait une finale. Nadal, il en a gagné. Nishikori, il a fait finale. Ferrer, il a fait finale. Bref, gros gros tournoi en perspective. Le résultat va être intéressant à suivre. Voilà, moi j'ai hâte de ce match contre Dolgopolov. Vu que Rafa est pas exempt, il est pas dans les 4 premières têtes de série, il est pas exempt de premier tour. Il devrait rentrer en lice mardi ou mercredi. Je pense qu'il va demander à rentrer en lice mercredi pour avoir un peu de temps pour récupérer. Parce que là, il vient de jouer 3 jours de suite, donc mine de rien, je pense que là, 1 ou 2 jours sans match, ça peut lui faire du bien. Voilà. Évidemment, c'est un tournoi que je vais suivre, Brisbane, évidemment. Je vais peut-être jeter, c'est même quasiment sûr, un petit coup d'œil à ce qui se passe à Doha pour voir Murray où est-ce qu'il en est. J'ai vu qu'aujourd'hui, il avait gagné contre Raonic. Voilà, belle victoire en 2-7. C'était compliqué, il a servi pour le match, il s'est fait débreaker. Il a réussi à gagner au tie-break. C'est bien pour lui. Maintenant, il va aller à Doha. Très mauvaise idée. Très très mauvaise idée de la part d'Andy Murray, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il va se confronter, parce que Djokovic, à mon avis, il ira au bout. Il va d'entrée de jeu se confronter à Djokovic. Donc si Djokovic il bat Murray d'entrée de saison, évidemment, il va booster sa confiance. C'est une évidence. Les conditions, comme je le disais depuis des années, Rafa ne fallait pas aller jouer à Doha parce que les conditions ne ressemblent en aucun cas aux conditions de l'Australian Open. Et voilà. Donc il y va, il fait ça. C'est une erreur. Et la troisième, c'est que vu le peu de préparation qu'il a eu, moi je pense qu'il aurait mieux fait de faire Abu Dhabi, parce que ça lui donne quelques matchs, etc. Et d'aller directement en Australie. D'aller directement en Australie et de faire des matchs d'entraînement avec les joueurs qui vont être sur place là-bas. Je pense que Federer va y être très tôt. Moi, j'aurais plutôt fait ça, je me serais acclimaté plus rapidement. J'aurais pris une semaine pour faire énormément de physique. Voilà, c'est une petite erreur tactique
Il est déjà dans la défense de sa place de numéro 1 mondial, Andy Murray. Et pour moi, c'est pas bon signe. Il s'est trompé dans sa préparation, à mon sens. Après, peut-être qu'il ira gagner en Australie et que ça me donnera tort, mais sincèrement, j'y crois pas. J'y crois vraiment pas. Et je pense que, au contraire, il est en train de se jeter dans la gueule du loup. Il est en train de se jeter dans la gueule du loup. Il est en train de s'offrir à Novak. Parce que vu le niveau de jeu qu'il a montré, même contre Raonic où c'était pas tip top, vu le niveau de jeu qu'il a montré sur ces deux matchs, s'il joue le Djoko, rappelez-vous l'année dernière, le Djoko Nadal, il avait fait très très mal à Nadal. Sincèrement, je pense que si Rafa prend pas un et 2 en finale à Doha, il perd peut-être pas au premier tour contre Verdasco. Je pense qu'elle lui a fait très mal mentalement parce que honnêtement, l'année dernière, à Doha, Rafa, il pensait qu'il pouvait battre Djoko. Et quand vous rentrez sur le terrain et que vous êtes persuadé que vous pouvez faire un jeu égal avec un mec et que le gars, il vous découpe, parce que c'est ce qui s'est passé. Djoko a été monstrueux, il a découpé Nadal. Nadal jouait pas mal du tout. Franchement, il faisait même plutôt un très bon match. Il tapait bien la balle, mais Djoko, il était injouable. Et s'il se passe la même chose à Murray, ça peut lui faire vraiment mal. Donc voilà, après, on va attendre de voir. Là, j'aime bien me projeter un peu. Voilà, peut-être que je me trompe, hein, rien n'est moins sûr. Moi, je pense que à sa place, j'aurais fait l'impasse ou alors je serais allé jouer à Brisbane pour me rapprocher des conditions de l'Australian Open. Après, voilà, il a fait ce choix-là. On va pas se cacher que quand Rafa a choisi d'aller à Doha, c'était des choix financiers. Doha lui mettait un gros chèque sur la table. Je pense qu'avec Murray, ils ont fait pareil. Et que malheureusement, il n'y a pas du gain, hein, vous savez comment c'est. Parfois, pour un peu d'argent, on fait un peu n'importe quoi. Alors quand on vous propose des sommes mirobolantes, vous pouvez être amené à faire des mauvais choix. J'espère pour moi me tromper. J'espère pour Andy que je me trompe. Mais je pense que d'aller jouer à Doha, ça peut lui flinguer son début de saison. On verra bien, donc voilà. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit à dire, bah, évidemment, vous n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec un point ou que vous voulez que je détaille sur un point où vous trouvez que j'ai pas été assez insistant ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Ceux qui me suivent sur Twitter, pareil, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à m'envoyer des messages comme vous le faites assez souvent. Voilà, j'en profite toujours pour répondre. Et donc, je vous dis à très vite sur le blog. De toute façon, là, ça va être très très vite puisque dès la semaine prochaine, il y a Brisbane. Je vous souhaite évidemment un très bon réveillon, une très bonne nouvelle année à vous. Profitez de vos proches, etc. Faites la fête, mais pas trop. Faites pas de bêtises. J'espère que vous allez commencer 2017 en pleine forme et que Rafa nous donnera plein de bonheur pour cette année. Donc voilà, à très vite sur le blog. Bonne journée et bonne soirée.